Donc, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Isabelle Lambert, je suis neurologue au Centre du sommeil ici à l'hôpital de la Timone et donc responsable du centre de compétences hypersomnie rare ici à Marseille. Donc, en fait, pour ce matin, c'est surtout, j'ai laissé la partie la plus scientifique à ma collègue, le docteur Véronica Ricci, qui travaille avec moi, qui est ma collaboratrice. Et en fait, la première partie de ce topo de ce matin, c'est surtout de discuter ensemble un petit peu des traitements, parce que les traitements, on pense toujours aux médicaments, mais en fait, le traitement, c'est plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus global. C'est quelque chose qui dépend des docteurs, mais pas que. Et donc, eh ben, on va essayer un peu d'aborder notamment les situations de la vie dans lesquelles les médicaments, les traitements euh, et la prise en charge thérapeutique ah oui, du coup, on ne me voit pas. C'est ça. Voilà. OK. Et donc, on va essayer d'aborder ensemble. Et l'idée, c'est que ce soit quelque chose d'assez interactif sur cette première session par rapport à la prise en charge thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse des hypersomnolences rares et donc de la narcolepsie et de l'hypersomnie idiopathique. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement l'ANC, vraiment saluer votre travail, parce que, en fait, on sait bien, dans le quotidien, on sait bien que, il y a le travail qu'on fait à l'hôpital, au niveau de la recherche, au niveau des soins, au niveau un peu de cette, voilà, routine hospitalière qui est souvent, très, centrée sur elle-même. Et puis, on sait bien que la prise en charge, c'est aussi, la paire aidance. C'est aussi, le fait de pouvoir, aussi, heu, confronter un peu les vécus et puis, donner de l'accessibilité aux outils qui permettent de mieux vivre et donner de la visibilité. Et vous savez combien, en fait, dans nos instances actuelles, combien c'est important d'avoir la visibilité des associations de patients, combien on arrive aussi à justifier aussi les efforts qu'on fait là pour vous améliorer le quotidien. Et ça, c'est grâce à l'association des patients. Donc, merci au bureau et merci aux correspondants locaux d'essaimer comme ça tous ces savoirs un peu partout. Et nous, on est quand même, c'est une grande ressource aussi pour orienter les patients euh, voilà, qui ont besoin à un moment donné d'avoir des reflets de vécu. Donc voilà, après ce petit mot introductif, on va aller dans le vif du sujet. Alors j'ai essayé de limiter les diapos un peu trop lourdes, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc vous m'excusez par avance. C'est surtout un support pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors, hop. Donc, le traitement le plus adapté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse qui est univoque. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, le traitement, la prise en charge thérapeutique dans une hypersomnolence centrale, c'est un travail d'équipe. Et en général, je vais essayer de positionner ça, notamment avec les personnes que je suis, en disant, voilà, là, on commence un travail, c'est une dynamique. Il n'y a pas un truc qui est déjà tout fait à la première consulte. Des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps de trouver les bons ajustements, de trouver les bons ajustements par rapport à telle situation de la vie. Parfois, il va falloir se reposer la question par rapport à telle autre situation de la vie. Et donc, finalement, vraiment, il faut voir cette prise en charge thérapeutique comme quelque chose qui est dynamique, qui est un travail d'équipe, qui va changer au fil du temps parce que la vie est dynamique. Et donc, il va falloir essayer de s'adapter un petit peu à ces dynamiques qui changent. Quelque part, une analogie, ça pourrait être d'être un peu un surfeur, mais même si on est à Marseille, alors à Marseille, on n'a pas des vraies vagues, hein, et je ne suis pas du tout surfeuse, mais ceci dit, c'est un petit peu ça quand même, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il va y avoir des remous, il va falloir essayer de s'adapter, et dans ces moments-là, il va falloir adapter la prise en charge thérapeutique parfois, avoir des plans A, des plans B, de qu'est-ce qui se passe, là c'est les études, après ça sera la conduite, là il y a la parentalité, là il y a des défis au boulot, là il y a un pépin de vie, là il y a des choses comme ça. Donc comment on arrive à dégainer une boîte d'outils qui permettent de s'adapter au mieux possible à ces différentes situations-là, en sachant qu'il n'y a pas de recette toute faite et que il n'y a pas le diagnostic n'est pas
assortie d'une boîte à outils qui est faite d'emblée et qui va nous permettre de dire, bah, dans ce cas-là, c'est plus de modiodal, ou c'est plus de tel médicament, ou c'est plus de... Voilà. Donc, il va falloir essayer de discuter, de s'adapter aux situations un petit peu individuelles. Et bien ça, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le fait que ben, vous n'étiez pas toute seule quand vous étiez présidente avant de l'ANC et que c'est un travail d'équipe. Et ben, c'est aussi un travail d'équipe pluridisciplinaire d'envisager des prises en charge thérapeutiques un peu globales. Donc évidemment, ben, y a les patients, y a l'entourage proche, c'est pas du tout pareil d'avoir un entourage soutenant ou pas, d'avoir des parents ou des conjoints qui sont des ressources, d'avoir le médecin spécialiste qui, lui, quand même, connaît le mieux la maladie, donc qui sera le plus à même d'aller fournir les éléments qui pourront expliquer aux autres intervenants comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est vraiment de la part de la maladie et qu'est-ce qui est peut-être d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé qui vont s'associer, qui méritent d'être pris en charge? Il ne faut pas sous-estimer éventuellement l'apport que peut avoir une prise en charge psychologique. Peut-être que ça serait une question à se poser pour tout le monde, mais d'autant plus pour quand on a une pathologie chronique et de comment on fait ce cheminement parfois qui est long, d'accepter de vivre avec. Et donc, ça, c'est un point qui est également intéressant. Puis après, il y a des outils que quand même notre société a essayé de développer pour essayer de réduire la charge due au handicap, et notamment avec des acteurs sociaux. Évidemment, il y a toutes ces autres ressources, dont la paire aidance dont je parlais au début, et qui fait que qu'est-ce qu'on va chercher pour se sentir quand même moins littéralement seul dans la maladie et la gestion au long cours. Donc, c'est vrai que souvent, on aimerait bien qu'il y ait des recettes un petit peu toutes faites, qui soient... C'est le bandeau. Des recettes un peu toutes faites, puis finalement, il n'y en a pas. Donc, on a des outils, puis après, comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de s'adapter un peu à la galaxie de chacune des personnes. Et donc, finalement, les ateliers d'éducation thérapeutique ou le face-à-face avec le neurologue, le médecin traitant, vont être des éléments qui vont être essentiels pour essayer de voir qu'est-ce qui gravite dans la galaxie un peu individuelle de chaque patient et sur quel point on va plus ou moins insister. Donc, un point qui est clé, déjà, c'est qu'il y a la maladie. Okay, la maladie, elle est là, mais on a une incroyable diversité de degrés de sévérité, d'impact sur l'humeur ou d'impact sur de sévérité du handicap. Et donc, la maladie en soi, elle ne suffit pas à dire il y a telle maladie, donc il va y avoir tel degré de handicap. Le degré de handicap va être défini par rapport à tout un tas d'autres facteurs dont certains sont pas très prévisibles en avance. Et donc, finalement, c'est important de différencier un petit peu que ce n'est pas parce qu'on a une narcolepsie ou une hypersomnie idiopathique qu'on va forcément avoir un package de handicap qui va être le même chez tout le monde. Et ça, c'est important parce que ça sera discuté un peu au cas par cas en fonction des difficultés de vie. Est-ce que dans tel cas, on va mettre en place telle aide ou pas, ou est-ce que comment la personne envisage ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va être... voilà, c'est quelque chose qui doit s'adapter un petit peu à chacun. Donc, il y a la pathologie, et puis après, il y a la personne, et ses ressources, et ses envies, et son projet de vie. Ça ne va pas être pareil si on veut faire un métier, si on est devant l'ordinateur, ou si on est à l'extérieur avec des personnes. Donc, on va avoir tout un tas de choses qui vont dépendre aussi du projet de vie et des ressources qu'on a, notamment au niveau de l'entourage, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est que le projet thérapeutique il soit assez global, le mieux possible, avec les moyens dont on dispose. Et malheureusement, on aimerait bien se dire que l'hôpital, les sachants et compagnie arrivent à développer des moyens qui permettent de toucher la globalité de l'individu, mais dans la réalité des faits, on voit bien que une prise en charge globale, elle est rarement dépendante que
de ce que peut proposer un centre hospitalier, un service, et que c'est aussi à chacun d'arriver à mettre un peu les pièces du puzzle dans cette prise en charge globale. Alors, on va parler. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse interagir sur cette séance. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir. Alors, une des diapos un peu compliquées que j'avais. Oui, oui. C'est aux patients d'arriver à trouver des personnes qui vont pouvoir l'appuyer sur les impacts de la maladie, qui sont des impacts autres que la partie médicamenteuse. Est-ce qu'il y a des centres qui arrivent à avoir des personnes référencées qui connaissent un petit peu la maladie, qui vont pouvoir appuyer de façon plus pertinente? Oui, alors je vais répéter la question au cas où ce ne soit pas bien entendu, mais c'est une question qui est vraiment importante. Donc la question, vous allez me dire si c'est bien ça. En gros, est-ce que c'est à la personne, au patient, de chercher lui-même les différents intervenants qui vont pouvoir l'aider à avoir une prise en charge globale dans son quotidien, ou est-ce que les structures hospitalières, les centres, peuvent jouer ce rôle-là? Alors, dans un monde idéal, ça serait au centre. Top, déjà, je mets des années à trouver quelqu'un qui connaît ma maladie. Et ensuite, hop, j'arrive, on est censé m'ouvrir un peu toutes les portes et dégainer un peu ce réseau de soins. Ça, c'est le monde idéal. Dans le monde réel, déjà, un centre expert, on a un réseau de maladies rares. Donc, vous savez que c'est la filière Brain Team qui va structurer le réseau des centres de compétences et de référence narcolepsie hypersomnie rare. Et que donc, parmi ce réseau-là, il y a différents centres. Certains sont centres de référence et d'autres sont centres de compétences. Quelle est la grande différence entre les deux? Un centre de référence, il a justifié qu'il pouvait mener tout un tas d'études sur la maladie, qu'il avait une filière de suivi de patients très importante, et ça va lui donner accès à des financements. Et les financements qui vont lui être versés vont permettre d'engager des personnes qui vont être 100% dédiées, on va dire, à la structuration, à la prise en charge ça peut être des psychologues, ça peut être des médecins, ça peut être, voilà. Donc, théoriquement, dans un centre de référence, il y a un niveau de personnel dédié à la prise en charge de la maladie rare qui est supérieur que dans les centres de compétences, où les centres de compétences justifient d'une expertise, sont en lien avec des centres de référence, mais n'ont pas de moyens spécifiques. Ça veut dire que ce sont des centres qui vont être actifs un petit peu à un niveau d'une association, on va dire, c'est-à-dire avec les moyens, sans moyens dédiés à la prise en charge de la maladie rare. Et donc, évidemment, ça veut dire que les moyens humains qui vont être alloués à la prise en charge globale vont être inférieurs à celle d'un centre de référence, même si ils peuvent participer aux mêmes essais, même s'il y a théoriquement pas de perte de chance en allant dans un centre de compétences par rapport à un centre de référence. Mais c'est une différence de moyens. Alors, comment on a pallié un petit peu ces difficultés-là? Il y a un certain nombre de centres de référence qui proposent notamment des ateliers d'éducation thérapeutique qui puissent aussi être ouverts à des patients qui ne sont pas suivis dans leur centre. Donc, enfin, voilà, je donne l'exemple notamment pour les enfants. C'est vrai que Patricia Franco à Lyon a notamment fait un atelier d'éducation thérapeutique en ligne qui permet notamment voilà, aux patients de pouvoir parfois se raccrocher à ces ateliers d'éducation thérapeutique. Le professeur Peter Derex aussi à Lyon avec ses collaborateurs a aussi donné accès au contenu de l'éducation thérapeutique pour que ce contenu-là soit voilà, essaimé, on va dire. Mais donc, ce qui garantit un peu la qualité, c'est ce lien important qu'on a au sein de la filière maladie rare qui fait que vous ne devriez pas être moins bien traité dans un centre de compétences, dans un centre de référence. Après, la structuration des réseaux locaux, elle dépend des moyens locaux. Et ça, malheureusement, ce n'est pas partout pareil. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va essayer de s'appuyer au max sur nos ressources locales
Et c'est vrai que, par exemple, pendant longtemps, j'ai eu la chance d'avoir une collègue psychiatre avec qui je travaillais de façon étroite et avec qui on avait développé une expertise sur le suivi, notamment des comorbidités de l'association entre une hypersomnie et, par exemple, quand l'humeur va se fragiliser, comment on fait pour avoir une prise en charge un peu en cohérence. Mais voilà, elle a déménagé dans les Alpes de Haute-Provence, ce qui est très bien pour les patients dans cette zone désertique. Mais du coup, ben voilà, il va falloir trouver aussi d'autres ressources pour proposer des prises en charge équivalentes pour les patients. Donc, autant il faut surfer sur la vie de chacun avec les aléas, on va dire, individuels de la vie, autant nous, structurellement parlant, il faut surfer sur les moyens qu'on a à disposition, sur les ressources qui changent aussi dans l'environnement socio-professionnel, médical autour de nous, et essayer toujours de trouver les ressources pour vous orienter vers des réseaux qui soient au moins en cohérence, même s'ils ne sont pas internalisés à l'hôpital. Je sais que nous, ici, voilà, en local ici, on essaie vraiment d'entretenir un réseau de praticiens qui connaissent le sommeil. Donc, on essaie même si c'est des pneumologues, des gens pour qui l'hypersomnolence, c'est pas quelque chose qui est vraiment voilà, même facile à identifier. Et ben, on essaie d'entretenir cette communication sur le territoire pour que les gens adressent les patients. Et puis après, on développe des réseaux, on essaie de mettre, voilà, de trouver une cohérence. Mais effectivement, j'aimerais vous dire qu'on vous enlève du boulot un peu, mais pas complètement. Donc voilà, c'est vrai que notamment trouver des psychologues, c'est pas facile. Ça, c'est une des problématiques, voilà, mais qui est importante. Et effectivement, nous, du côté de l'hôpital, créer du temps, c'est-à-dire convaincre l'hôpital qu'il faut mettre des sous, et ben pour ça, il faut proposer des projets qui rapportent des sous à l'hôpital. Et il faut monter des projets. Enfin, ça, c'est tout un peu la face cachée qu'on ne voit pas quand on est usager et patient. C'est-à-dire, on se dit, oh là là, ça devrait marcher mieux, il devrait y avoir plus de secrétariat, plus de psychologues, on devrait être plus coucouné. Mais dans les faits, il faut le créer, ce temps-là. Il n'y a pas, il y a pas une grande autoroute de financement qui est dédiée pour ça. Donc, voilà. Donc, peut-être de la disparité de territoire et c'est sûr. Mais en principe, sur le fond et sur les choses les plus importantes, une cohérence au sein de ce réseau des centres de compétences et de référence. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. OK. Et pour compléter ce que tu dis, Isabelle, nous, ça nous arrive au sein de l'association d'être contactés par des professionnels médicaux ou paramédicaux qui nous disent « Je débute un suivi avec un patient qui souffre d'une hypersomnie rare, est-ce qu'on peut en échanger ?» Donc, nous, on peut leur envoyer voilà, des fiches orphanettes, des choses comme ça pour les aiguiller sur concrètement, avec des lectures courtes, qu'est-ce que la maladie, les impacts les plus conséquents et les solutions qui existent déjà. Et puis après, voilà, aussi à travers des échanges téléphoniques, ils peuvent poser leurs questions et chaque fois que moi ça m'arrive, je prends le temps de saluer leur démarche parce que pour moi ça c'est un vrai professionnel qui dit là je sais pas et je veux bien des infos et ça c'est la meilleure prise en charge pour moi et ça, moi ça m'est arrivé d'avoir contact avec une assistante sociale pendant 3 ans pour le dossier d'un monsieur que moi-même je ne connaissais pas en tant que patient, lui s'était jamais manifesté. Mais l'assistante sociale voilà, a pris contact et a reposé des questions tout au long du suivi parce que, comme on est en train de le dire, la pathologie évoluait, les besoins évoluaient, les conditions de vie évoluaient. Donc finalement, elle est revenue chercher de l'information à chaque fois. Et voilà, si ça ne vient pas d'un professionnel qui est fléché dans le cadre du réseau de soins proposés par l'hôpital, il y a aussi des gens qui le font très bien et qui viennent chercher l'info vers l'asso. Et puis, c'est vrai que parfois, on peut avoir un lien particulier avec tel professionnel. Par exemple, voilà, l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qui ne se décide pas complètement d'emblée. Hein. Moi, je peux conseiller des très bons professionnels, mais si ça ne passe pas, des fois, ça ne passe pas. Et c'est aussi dans notre rôle de se mettre en relation avec quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la narcolepsie ou l'hypersomnie idiopathique, mais qui serait vraiment le soignant avec qui ça colle bien, ça marche
et pour justement informer sur la pathologie. Ça, c'est vraiment le rôle du médecin spécialiste qui connaît bien la pathologie. C'est un de ses rôles, on va dire, y compris avec, voilà, même si c'est des soignants qui ne sont pas spécialisés et fléchés à la base dans la connaissance de la pathologie. Donc, effectivement, suivre pendant 3 ans le dossier de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est original. Et bravo. Question, Oui. l'éducation thérapeutique des patients, c'est quelque chose qui est mis en place ici pour les centres de référence. C'est selon les chefs de service, là-dessus, c'est selon le financement. Alors, l'éducation thérapeutique, oui. Alors, ce qu'on va appeler éducation thérapeutique, ça répond à un cadre qui est assez rigide en fait. Parce que, évidemment, l'éducation thérapeutique, on en fait tous. De l'éducation thérapeutique. Mais quand on parle de programme d'éducation thérapeutique, c'est un programme qui nécessite que notamment il y ait un personnel médical et paramédical au minimum qui soit formé, qui ait une formation spécifique au sein du centre. Donc ça veut dire que ça sous-entend qu'il faut suffisamment de ressources, de temps pour pouvoir faire ces programmes-là. Et donc ça répond à des critères et un cahier des charges qui est assez rigide voilà, qui nécessite des moyens. Donc, les centres de référence ont l'obligation de proposer un programme d'éducation thérapeutique. Ça fait partie des choses qu'ils doivent proposer. Donc, après, les modalités, elles sont variables hein, d'un centre à un autre. Ça peut être de visio, etc. Enfin, ça, c'est un peu à la discrétion de chaque centre à partir du moment où ça rentre dans ce cadre-là réglementaire des programmes d'éducation thérapeutique. Donc oui, il y a des critères et c'est pour ça que, en général, dans les centres de compétences, c'est rare qu'il y ait des programmes d'éducation thérapeutique qui soient proposés parce que ça serait quelque chose à rajouter en plus sur des réserves, sur des ressources qui sont limitées. Donc c'est pour ça que c'est important cette histoire de réseau dont je vous parle, où on puisse aussi, éventuellement profiter des ressources des centres de référence quand ils proposent du matériel en visio ou quand les personnes sont prêtes à se déplacer, pour justement donner accès un peu à ces ressources-là, plus sur l'échelle du réseau national, on va dire, que local. C'est bon? OK. Alors, une petite diapo un peu compliquée où on ne voit rien, c'est normal. En fait, voilà, vous en faites pas. Pour les myopes, je rassure tout le monde, c'est plus les gros cercles qu'il faut voir. Parce que j'aime bien quand même cette idée un peu de continuum entre les pathologies hypersomnolentes. Donc là, c'est une revue de la littérature publiée par notamment l'équipe de Montpellier de cette année, donc qui vient un peu synthétiser les cadres diagnostiques de ces hypersomnolences rares. Alors, je ne vais pas traiter le cas du syndrome de Klein-Levin, qui est qui est différent et pour lesquels les problématiques de prise en charge de traitement sont quand même radicalement différentes. Donc, je vais plutôt me concentrer sur cette espèce de continuum entre la narcolepsie de type 1, la narcolepsie de type 2 et l'hypersomnie idiopathique. Alors, pourquoi on va parler de continuum alors qu'en fait, on parle là de choses qui sont probablement de pathologies qui sont quand même malgré tout assez différentes, qui n'ont pas les mêmes besoins et pour lesquelles il va pas falloir se dire on fait un package. Non, c'est pas vrai. Dans la narcolepsie type 1, on peut avoir des besoins qui sont radicalement différents que dans l'hypersomnie idiopathique et donc il va falloir quand même bien s'adapter aux spécificités de chaque trouble hypersomnolence. Alors, je vais faire un petit rappel. Bonjour. Sur la narcolepsie de type 1. Alors, la narcolepsie de type 1, malgré tout, c'est une pathologie qui rassure pas mal les neurologues. Pourquoi? Parce qu'on a des bons marqueurs bien costauds. Les neurologues, globalement, c'est quand même des spécialistes un peu anxieux. Vous voyez, un neurologue, il aime bien avoir des repères, voir le cerveau, voir des marqueurs, voir des anticorps, c'est quelque chose qui rassure le neurologue. Le psychiatre a moins besoin d'avoir des marqueurs aussi
on va dire, quantifiable que le neurologue. Donc, je vais commencer par la narcolepsie de type 1, juste pour rappeler en quoi, finalement, on a à l'heure actuelle les moyens de faire un diagnostic qui est costaud. Et le début de la prise en charge thérapeutique, je pense qu'un point extrêmement important dans la prise en charge thérapeutique et dans comment on va être costaud pour proposer des choses, c'est d'avoir un diagnostic qui est solide. Si le diagnostic est très solide, l'information qu'on va donner va être la plus solide possible par rapport à notre niveau de connaissance. Et donc, l'orientation à donner sur la suite, eh bien, elle va être structurante pour le patient. Dans la narcolepsie de type 1, c'est la seule hypersomnolence centrale pour laquelle on sait qu'on va garder ça à vie. Il y a un des outils de l'éveil qui manque dans cette hypersomnolence-là. On peut le quantifier. On n'a plus assez d'orexine ou d'hypocrétine. Et donc, il manque un outil dans la boîte à outils pour rester réveillé, notamment, en tout cas, c'est vrai qu'il y a d'autres symptômes. Mais donc, à partir du moment où on sait ça, eh bien, la question, ça va être comment on vit avec. Et donc, comment on s'adapte. Et donc, où est-ce qu'on met le cap? Il se trouve que je vais garder la métaphore un peu marine aujourd'hui, vous m'excusez, je ne suis pas du tout marin, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, finalement, dans la narcolepsie de type 1, le premier challenge pour vraiment déterminer comment on va mettre en place le suivi, ça va être de faire un diagnostic des plus complets. Et vous savez que le diagnostic, il repose sur l'électrophysiologie, la polysomnographie et les tests itératifs de latence d'endormissement qui vont nous permettre d'objectiver que la personne s'endort très vite et qu'il y a une dérégulation du sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal qui arrive trop vite dès qu'on ferme les yeux, ce qui peut donner lieu à des symptômes très caractéristiques de la narcolepsie, comme le fait de faire des rêves tout de suite dès qu'on ferme des yeux. Évidemment, il y a d'autres symptômes qui sont plus variables, qu'on n'explique pas très bien. La grande perturbation du sommeil de nuit. Parfois, on a des personnes qui vraiment, au premier plan, leur plainte numéro 1, c'est les perturbations du sommeil de nuit. Et ça, c'est plus compliqué parce que il peut y avoir parfois des errances diagnostiques parce qu'on a cru pendant des années que ces patients étaient insomniaques. Mais un insomniaque qui n'a pas une narcolepsie, il n'est pas très, très hypersomnolent. C'est très atypique pour quelqu'un qui a juste une insomnie, entre guillemets, de s'endormir tout le temps comme ça dans la journée. Donc, il y a des errances diagnostiques qui sont dues au fait qu'on a des présentations cliniques qui vont être différentes. Quelqu'un qui fait beaucoup de vous savez que les cataplexies, c'est ces pertes de tonus aux émotions, qui est un symptôme qu'on a dans la narcolepsie et qui est très spécifique de la narcolepsie de type 1, eh bien, quelqu'un qui ne peut pas tenir debout et qui va faire beaucoup plus de cataplexie, il risque d'être diagnostiqué plus vite que quelqu'un qui n'a que, entre guillemets, l'hypersomnolence. Parce que l'hypersomnolence, déjà encore faut-il reconnaître que c'est un problème. Et que, voilà, ce n'est pas pour rien qu'on a un retard diagnostique de 8 ans à peu près en moyenne pour la narcolepsie. Un point qui est important aussi dans la narcolepsie de type 1, c'est les complications métaboliques, la prise de poids. Vous savez que la narcolepsie de type 1, c'est une maladie qui va toucher l'hypothalamus. Et je laisserai Véronica tout à l'heure en parler. Donc, on ira dans les confins du cerveau, dans l'hypothalamus tout à l'heure. Préparez-vous. Mais donc, l'hypothalamus, c'est tout petit. La population de neurones qui est atteinte dans la narcolepsie, c'est encore plus petit. Et néanmoins, ça vient perturber des fonctions de base très importantes et probablement qu'on n'a pas toutes comprises, mais bien se souvenir qu'évidemment, 50% des enfants qui développent une narcolepsie vont avoir un problème de puberté précoce et surtout de prise de poids très importante, versus 30% chez les adultes, ça reste énorme. Ça reste très important. Et donc, évidemment, voilà, c'est sûr que plus on est dans des réseaux, comme on l'a dit, où on va pouvoir se discuter entre professionnels et que les endocrinopédiatres, par exemple, vont voir une puberté, une obésité très, très rapide et se dire, mince, est-ce que ce n'est pas une narcolepsie? Plus on arrivera à être précoce sur la prise en charge, à limiter les complications métaboliques, mais aussi les complications d'un enfant qui peut se faire harceler à l'école et toutes ces complications-là qui sont parfois majeures sur le handicap après, plus tard dans la scolarité, dans la vie professionnelle. Donc, ce spectre-là de la narcolepsie de type 1, en gros, on a désormais les moyens, dans la plupart des centres, d'aller faire une ponction lombaire
d'aller doser cette hypocrétine et de pouvoir faire ce diagnostic positif. Alors, positif, ça veut dire qu'on peut confirmer la narcolepsie de type 1. Qu'est-ce qu'il en est avec la narcolepsie de type 2? La narcolepsie de type 2, il n'y a jamais de cataplexie. Il y a cette dérégulation du sommeil paradoxal, mais en gros, au niveau des symptômes, on a surtout des personnes qui sont hypersomnolents. Et si on ne dose pas l'orexine, si on ne fait pas la ponction lombaire, eh ben, on n'a pas moyen de savoir si en fait on est sur une narcolepsie de type 1 sans cataplexie, ou si on est dans une vraie narcolepsie de type 2, c'est-à-dire l'orexine va bien, il n'y a pas de manque d'orexine. Alors pourquoi c'est important, surtout dans cette situation-là, d'aller faire la ponction lombaire? Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a que la narcolepsie de type 1 pour laquelle on sait exactement dans quel cadre on se situe. Si on ne sait pas si on a une narcolepsie de type 1 ou une narcolepsie de type 2, eh ben on est suspendu quelque part et on ne sait pas si cette maladie, on va devoir vivre avec toute sa vie ou pas. Un petit exemple, ça met dans les personnes que je suis, il y a des personnes à qui on avait dit, vous avez une narcolepsie type 2, pas fait d'hypocrétine, je parle d'un temps où ça ne se dosait pas, et ça peut aller mieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a qu'est-ce qui se passe quand on a une narcolepsie, une hypersomnie? On va compenser en se disant, tiens, allez, ça va aller mieux. Je suis sûre, là, il faut que j'attende la fin de l'adolescence. Allez, après, ouais, il faut que j'attende mon début de l'âge adulte. Allez, je prends sur moi, je compense, je compense. Qu'est-ce qui se passe? On s'épuise si on ne sait pas quelle est la perspective temporelle dans laquelle il va falloir compenser, entre guillemets. Et donc, on peut avoir des personnes comme ça qui, finalement, ont des difficultés à ménager un peu ces ressources parce que si on se dit, OK, j'ai une narcolepsie de type 1, il va falloir que je vive toute ma vie avec, donc je fais attention à mon boulot, je fais attention à mon rythme de vie, je fais attention à ne pas prendre un travail dans lequel je dois trop conduire, j'anticipe là où je peux économiser mes ressources et mon énergie pour éviter de m'effondrer sur un épuisement, etc. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que nous, on insiste pas mal à faire cette ponction lombaire parce que un diagnostic costaud, le plus costaud possible, va aider sur l'acceptation du diagnostic et sur quelles sont les ressources qu'on va mettre en place au fur et à mesure de la vie. J'en viens à l'hypersomnie idiopathique. L'hypersomnie idiopathique, donc, c'est une pathologie dans laquelle, pour le moment, on n'a pas de biomarqueur. On a donc le diagnostic, il est à l'heure actuelle compliqué à faire pour les spécialistes du sommeil et il n'est pas rare du tout que ce diagnostic-là soit fait alors qu'en fait, probablement, il peut être remis en question assez rapidement. C'est parce qu'il va beaucoup dépendre du niveau d'expertise des gens qui posent ce diagnostic. Et ça, c'est quelque chose qui est important puisque ça nous arrive quand même assez souvent d'avoir des personnes qui viennent chez nous avec un diagnostic d'hypersomnie idiopathique, mais finalement, aucun des traitements ne marche, ça ne va pas, il y a des symptômes, les symptômes les plus handicapants ne sont pas ceux qui sont pris en charge. Par exemple, sur des tableaux de fatigabilité très importants où parfois on peut être hypersomnolent, ce n'est pas l'hypersomnie idiopathique qui donne au premier lieu des tableaux de fatigabilité importante. Ça donne de l'hypersomnolence au premier plan, avec parfois de la fatigue, on est d'accord, mais en général, quand on améliore quand même l'hypersomnolence, la majorité des symptômes vont mieux. Et donc, il y a une étape qui est vraiment importante, qui est un TIL pathologique, un test itératif de latence d'endormissement pathologique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hypersomnie idiopathique. Une hypersomnie idiopathique, c'est notamment le fait qu'on a, avec un sommeil objectivement de qualité très bonne, sans dette de sommeil chronique, sans association, si on ne pense pas que c'est vraiment autre chose, notamment au niveau de l'humeur, qui peut fragiliser les systèmes d'éveil, eh bien, il y a toute une enquête diagnostique qui doit amener à ce diagnostic-là. Et alors, pourquoi c'est important de faire un diagnostic le plus costaud possible? Parce que faire un mauvais diagnostic, c'est affaiblir toute la prise en charge globale des patients. Et ça, c'est important parce que finalement, c'est vraiment important de donner les clés aux personnes sur leur prise en charge
si vous avez quelqu'un qui a un trouble de l'humeur qui rend hypersomnolent et qui peut rendre objectivement hypersomnolent, ben on ne va pas du tout l'aider avec un traitement éveillant. Et ça, c'est le problème. On va même brouiller les pistes. Et c'est ça un peu l'idée, c'est de se dire, quand on est un peu pénible, nous, avec nos diagnostics, on peut mettre du temps à faire des diagnostics. On peut mettre des mois et des mois et des mois avant de dire, bah oui, ce que vous avez là, c'est bien une hypersomnie idiopathique. Et bien, pourquoi on prend ce temps-là? Ben parce que, pour être sûr qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose qui nécessiterait une prise en charge qui est très différente. OK? Donc ça, c'est important. J'insiste un petit peu sur cette diapo, mais finalement, je pense que c'est vraiment majeur de se dire, OK, le diagnostic, ça fait partie de la prise en charge thérapeutique. Parce que le diagnostic nous donne des grands axes de prise en charge, et plus on est solide, plus l'acceptation de ce diagnostic va être importante, et plus on accepte le diagnostic, plus on accepte de mettre en place après toute cette prise en charge un peu globale dont on a parlé. Donc voilà, j'arrête un peu sur cette diapo parce que dans cette pièce assez sombre, je vais éviter de vous soumettre à un test de maintien d'éveil un peu trop violent. Donc voilà. Alors, oui. Alors, quelle est la différence entre somnolence et fatigabilité? Merci pour cette question. Parce qu'en fait, la fatigabilité, c'est quelque chose qui est, comment dire, en fait, c'est une entité que personne, aucune spécialité médicale vraiment s'approprie de façon bien franche. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être fatigué? D'être fatigué, c'est d'avoir besoin de repos et pas forcément de sommeil. Donc, classiquement, nous, on aime bien, voilà, quand on se fait des belles cases, c'est, eh ben voilà, dans l'hypersomnie idiopathique, par exemple, il y a vraiment un temps de sommeil qui est important, un sommeil d'une qualité irréprochable, et il y a et finalement, quand ça ne va pas, ben, ça va être les siestes qui vont s'imposer à la personne. Dans la narcolepsie, quand la personne va au bout d'une heure et demie, va commencer à pas être bien, paf, ça va être du sommeil qui va arriver. Et donc, on distingue vraiment les hypersomnolences comme des diminutions d'énergie qui sont directement liées à du sommeil, à de la somnolence. Donc, ça va se traduire par du sommeil. Dans les tableaux de fatigue, de fatigabilité, comme par exemple, la pathologie un peu clé, c'est le syndrome de fatigue chronique. D'accord? Il peut y avoir de la somnolence, mais en fait, la première des choses qui va gêner les gens, c'est l'effort, c'est le coût énergétique global que va demander le moindre effort. Ça peut être cognitif, mais ça peut être physique. Dans l'hypersomnie idiopathique, on n'a pas de fatigabilité physique. Alors, c'est vrai que le tableau de fatigue chronique, alors, qui est une entité qu'on ne comprend pas très bien, mais qui est quelque chose de beaucoup plus global, il va y avoir surtout de la fatigue. Les gens, ils ont besoin de faire moins de choses, Et s'ils en font un peu, ils vont être fatigués et somnolents, parfois objectivement somnolents, mais en fait, si on les réveille avec des médicaments, ils ne vont pas être mieux. Parce que la chose qui les fatigue, qui les handicape au premier plan, c'est la fatigue. Et en général, effectivement, quand bien même des fois ils sont objectivement somnolents, on peut être amené à essayer parfois des traitements éveillants. Ça ne les améliore pas, au contraire, ça les empêche parfois de se reposer. Et donc, ce sont des tableaux qui sont plus compliqués, qu'on n'explique pas très bien, qu'évidemment, après le Covid, on a une épidémie de syndromes post-Covid qui sont des syndromes de fatigabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la somnolence. Parfois, ils sont objectivement somnolents, mais pas tous. Et dans ces cas-là, on les voit tous arriver chez nous. On dit, il y a de l'hypersomnolence, mais ça n'est pas une hypersomnie idiopathique. Comment on gère ces tableaux de fatigabilité? C'est quelque chose que chaque spécialiste va un peu souvent, il y a une errance thérapeutique qui est importante. Et là, il y a une prise en charge qui est nécessairement globale, mais encore moins bien mise en place que ce qu'on a pour les tableaux d'hypersomnie. Donc, voilà. En règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un tableau de fatigabilité au premier plan, ça n'est pas une hypersomnolence centrale. Et ça n'est pas du tout la même prise en charge.
Et ça veut pas, et juste un point, on peut être fatigué dans la narcolepsie et dans l'hypersomnie idiopathique. Mais en règle générale, c'est bien au second plan. On est au second plan des traitements, des symptômes. Le premier plan, c'est l'hypersomnolence. Donc, quels sont les symptômes classiques qu'on a dans les hypersomnies centrales? Donc ça, c'était un travail de mes collègues, notamment du docteur Régis Lopez et de l'équipe de Bordeaux, pour caractériser mieux quels sont les symptômes. Parce que finalement, on parle de maladie, hypersomnie idiopathique et narcolepsie, mais en fait, il y a un spectre de symptômes qui sont différents. Et donc, on a la somnolence diurne excessive, d'accord, c'est ça qu'on va évaluer notamment au test itératif de latence d'endormissement, le fait de s'endormir très très vite, la propension excessive à l'endormissement. Mais là-dedans, on a aussi d'autres symptômes qui ne sont pas très quantifiables par nos outils, notamment la somnolence continue non impérative. Je me réveille, j'ai l'impression d'être pas complètement allumée partout. C'est comme si j'étais en partie pas réveillée. Et ça, ben, ce n'est pas ce qu'on évalue le mieux avec les tests itératifs de latence d'endormissement. Des fois, on peut appeler ça du brouillard mental. Mais du brouillard mental, ce n'est pas spécifique du tout. Si j'ai beaucoup de difficultés attentionnelles parce que je suis déprimée, je vais avoir un brouillard mental. Si je suis cognitivement, mais que je ne m'endors pas, je vais avoir un brouillard mental. Donc, il y a des plaintes qu'on a du mal à quantifier et qu'on a du mal à caractériser et qui ne sont pas forcément très spécifiques de ce qu'on a dans les hypersomnies, bien qu'on puisse les voir également dans les hypersomnies. Mais quand même, malgré tout, à l'heure actuelle, c'est quand même cette composante-là de somnolence diurne excessive où on va être le meilleur sur notre prise en charge, sur notre reconnaissance. Les perturbations du réveil, notamment matinales, cette fameuse inertie du sommeil le matin, notamment dont souffrent la majorité des personnes qui ont une hypersomnie idiopathique, mais parfois également des personnes qui ont aussi une narcolepsie, ça peut arriver. Mais c'est quand même un des symptômes clés d'invalidant dans l'hypersomnie idiopathique. Bah, là-dessus, c'est encore quelque chose qui est mal évalué. On n'a pas un super protocole en laboratoire de sommeil pour quantifier cette inertie du sommeil. Quand vous avez des gens qui sont obligés de mettre 15 réveils dans des casseroles partout dans la maison pour arriver à sortir du lit, parce que même quand bien même ils sont motivés pour faire ce qu'ils veulent faire, eh ben, cette transition du sommeil à l'éveil ne se fait pas, eh bien, à l'heure actuelle, la réponse qu'on y apporte, elle est très modeste. Et la troisième composante, c'est ce qu'on va appeler la quantité excessive de sommeil. Là aussi, hein, un des symptômes un peu phares de l'hypersomnie idiopathique, c'est-à-dire cette espèce de sommeil insatiable et qui oblige les personnes à s'empêcher de dormir, parce que de toute façon, si elles dorment autant que sans se laisser de contraintes, on va dire, eh ben, le sommeil s'arrête jamais. Donc, il faut s'arrêter, parce que de toute façon, je ne suis pas mieux si je dors beaucoup, beaucoup plus que si je dors moins. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment ça, c'est un point clé dans l'hypersomnie idiopathique. Alors, on peut regarder, c'est en ça que cette façon de montrer un peu les symptômes est intéressante, parce qu'ils se sont intéressés à, tiens, bah, si je regarde différentes situations dans lesquelles j'ai de l'hypersomnolence, bah, vous voyez que ce n'est pas les mêmes dessins. Dans l'hypersomnie idiopathique, on va avoir des symptômes sur cette quantité de sommeil excessive, cette difficulté de sortir du sommeil, et un petit peu moins sur la somnolence diurne excessive par rapport à la narcolepsie. La narcolepsie, au numéro 1, c'est vraiment cette somnolence diurne excessive qui est au premier plan. Parfois, c'est je vais super bien, je me réveille super rafraîchi, mais au bout d'une heure, oh, je ne peux plus fonctionner et paf, je m'endors. Et donc, vous voyez que, eh ben, on parle de maladies qui sont proches, mais en fait qui sont assez différentes sur le plan des symptômes et donc qui sont différentes sur les traitements qu'on va proposer. Et donc, évidemment, après, il y a d'autres pathologies et situations pathologiques qui vont donner de l'hypersomnolence. Et donc, la question, c'est comment on va essayer d'y apporter une solution au niveau notamment médicamenteux. Alors, les médicaments, je ne vais pas trop insister sur les médicaments, mais à l'heure actuelle, je vous ai mis là les médicaments qui sont approuvés par l'Europe, d'accord? Et donc, évidemment, ce sont surtout des traitements éveillants pour la grande majorité d'entre eux, le modafinil, le méthylphénidate, le pitolisant et le solriamfétol, des traitements éveillants. Ensuite, on a des traitements contre les cataplexies, que sont le sodium oxybate et les antidépresseurs.
Et puis, vous savez que le sodium oxybate, il répond à des symptômes qui n'étaient pas initialement prévus dans son autorisation de mise sur le marché, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans la narcolepsie, la dysomnie, c'est-à-dire les perturbations très importantes du sommeil de nuit, avec beaucoup d'hallucinations, de paralysie du sommeil, ou même juste des éveils multiples, alors qu'on ne fait pas le lien avec une autre pathologie du sommeil, eh bien, le sodium oxybate peut répondre de façon importante à ces symptômes-là, et en plus peut apporter une amélioration de l'éveil dans la journée. Donc ça, c'est un point qui est important. Et de façon extrêmement intéressante, mais pas encore, qui est encore notamment en étude sur des patients qui souffrent d'hypersomnie idiopathique, eh ben, c'est que ce sodium oxybate pourrait vraiment à terme améliorer les symptômes d'inertie du sommeil le matin et de temps de sommeil allongé dans l'hypersomnie idiopathique. Pour le moment, ce n'est pas encore un axe qui est extrêmement développé dans les prises en charge, mais ce sodium oxybate, pour des raisons qu'on ignore encore, eh bien, pourrait aussi aider, finalement, en donnant un médicament la nuit qui sédate, on pourrait être mieux réveillé et faire mieux cette transition vers l'éveil quand on a un besoin de sommeil qui est excessif. Donc ça, c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes. Le dernier, comme certains d'entre vous le sachiez, c'est les agonistes de l'orexine, des récepteurs de l'orexine 2. Donc, vous savez que ça, c'est la dernière piste, la nouvelle gamme de médicaments qui est en cours d'essai thérapeutique, notamment avec un laboratoire, mais probablement avec d'autres qui vont également arriver. Donc ça, c'est le premier médicament pour lequel on a, pour une fois, un remplacement de fonction, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans la narcolepsie de type 1, il nous manque de l'orexine, et là, on vient fabriquer une molécule qui mime l'action de l'orexine, en tout cas de façon, pas à 100%, mais de façon très très intéressante pour réduire les symptômes que sont à la fois la somnolence diurne et les cataplexies. La grande question, et qui n'est pas résolue, c'est est-ce que ça agit sur les symptômes nocturnes? Le retour qu'on a des patients est peut-être peu mitigé, mais ça, il n'y a que dans la suite qu'on verra vraiment si on a une action sur les symptômes nocturnes. Il y avait une question, je crois. Alors, que ça ne fait pas du 100%. Effectivement, de façon générale, on va quand même rester sur le fait qu'on est sur des médicaments symptomatiques dont le but est de corriger des symptômes. Et malheureusement, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir quelque chose qui vient réparer ce qui est défectueux et remplacer complètement la fonction. À l'heure actuelle, on n'a pas de médicaments qui permettent de normaliser complètement et de faire comme si on n'avait pas de narcolepsie, ni d'hypersomnie idiopathique. Et ça, c'est un point qui est clé parce qu'effectivement, voilà, il faut se mettre un objectif qui est quand même raisonnable pour pas non plus après voilà, être trop déçu. En gros, c'est des problématiques, je pense déjà, de cinétique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on observe chez les patientes, par exemple, qu'on a nous ici en local, c'est que y a un effet fin de dose. Et que par exemple, les cataplexies en fin de journée, elles peuvent revenir. Les cataplexies sur la première heure après le médicament, elles peuvent être là. Et que la façon dont ça se distribue sur toute la journée, c'est pas comme s'il n'y avait pas cette prise de médicament. Et qu'après, on n'a pas encore l'expérience ni le retour des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de symptômes la nuit. Et je pense que ce pas des patients qui ont été beaucoup inclus forcément dans ces études parce qu'il fallait enlever le Xyrem, il fallait enlever l'oxybate de sodium, il fallait enlever tous les médicaments autres. Et qu'il y a des personnes ceux qui ont été un peu sauvés, entre guillemets, par ces thérapeutiques-là, faire le pas d'arrêter tous ces traitements-là, ça a pu ne pas être possible. Donc, pour le moment, on n'a pas ce retour de ces personnes-là sur les symptômes de nuit avec ces médicaments. Donc, on a besoin de temps.
le temps dans la vie de quelqu'un, c'est très très long. C'est vrai que bah, voilà, quand on pense que c'était il y a 20 ans qu'on découvrait l'hypocrétine et que là, on a des industriels qui fabriquent un agoniste, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout, mais à l'échelle d'une vie, c'est long. C'est long. Donc voilà, et on a besoin d'un peu plus de recul sur ces symptômes-là nocturnes. Donc, juste pour reprendre un peu mon petit schéma, bah, dans les médicaments, en gros, notre gros arsenal thérapeutique, il est surtout sur ça. Bah là, c'est un peu plus léger sur ces composantes-là. Alors, on essaie de faire de la tambouille, hein, on essaie, enfin voilà, on est certains centres à essayer de faire, voilà, c'est notamment la Pitié qui proposait pas mal la mélatonine pour l'inertie du sommeil, etc. Bah, il y a des personnes chez qui ça va marcher, on va pas s'en passer, mais le niveau de preuve est assez faible. Et donc, voilà, on a un grand besoin de développer un peu les thérapeutiques aussi sur ces autres composantes-là, avec quand même cette piste du sodium oxybate dans l'hypersomnie idiopathique, qui est une piste qui est intéressante, qui est intéressante et qui est en cours d'étude, notamment aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu des questions par rapport au traitement. Oui? Oui. Sur la perte de poids? C'est ça? En gros, c'est pas un effet qui est reporté pour le moment. C'est notamment voilà, un des effets si on restaurait toute une fonction, on pourrait se dire, bon, bah, si on restaurait à 100% la fonction, le sommeil de nuit irait mieux, on perdrait du poids, ça régulariserait les choses. C'est a priori pas le cas d'après les informations dont je dispose et qui avaient été qui étaient ressorties de l'étude de phase 3. Oui, oui. Solriamfetol. Il est ici. Il est ici. Voilà. OK? Est-ce que vous avez des questions sur les médicaments? Oui? Est-ce que du coup, quand la narcolepsie, c'est toute la vie, on doit prendre des médicaments genre pendant très longtemps, mais est-ce que, il y a, par exemple la Ritalin et tout, il y a pas, est-ce que c'est dangereux de prendre ça toute la vie? Alors, est-ce que c'est dangereux de prendre des médicaments toute la vie? Alors, en gros, dans le profil de risque de ces médicaments-là, c'est surtout modafinil, méthylphénidate et solriamfetol. Ce sont des médicaments qui ont un mode d'action au niveau du cerveau qui peut aller augmenter un petit peu tout le tonus de l'adrénaline, etc., qui ont un impact sur la pression artérielle. Donc, en règle générale, l'élément qu'on va surveiller, c'est surtout la santé cardiovasculaire. La santé cardiovasculaire, elle est un peu globale, elle aussi, parce qu'il y a les médicaments, mais il n'y a pas que les médicaments. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'aussi, par exemple, si on a un sommeil de nuit très déstructuré dans la narcolepsie, ben, ça soit aussi un élément qui peut mettre un peu à mal, qui peut être un facteur de stress sur les artères. Donc, c'est là, finalement, donc c'est pas vrai qu'on va forcément devenir hypertendu avec ces traitements, d'accord? Mais c'est vrai que c'est un élément dont il faut tenir compte dans le risque global auquel on s'expose dans une vie. Donc, ça veut dire que si à côté de ça, bah, il y a du surpoids, il y a une sédentarité, il y a d'autres éléments qui se rajoutent, eh bien oui, c'est un élément qui va se rajouter sur le risque cardiovasculaire. Et c'est en ça que la prise en charge non médicamenteuse est extrêmement importante, parce qu'un des éléments un peu clés qui va permettre notamment d'équilibrer ces risques et notamment de donner un peu plus de repos au niveau des artères, ça va être notamment l'activité physique. Et l'activité physique, bah, en quoi c'est un élément qui, à mon sens, est extrêmement important, notamment dans la narcolepsie, parce que vous savez que dans la narcolepsie, il y a un risque de surpoids qu'on n'a pas dans l'hypersomnie idiopathique, parce que justement, bah, a priori, on ne touche pas les mêmes régions au niveau du cerveau, et que vraiment l'hypothalamus est dérégulé et va entraîner cette prise de poids qui n'est pas volontaire. Et l'activité physique est un élément probablement complètement clé parce que bah, ça va permettre de réduire la prise pondérale, ça va permettre probablement en partie, en tout cas peut-être moins que la population générale,
mais en partie d'améliorer la qualité du sommeil, et ça c'est important. Ça va faire partie des éléments qui vont permettre de réguler l'humeur et de réduire l'anxiété, extrêmement important comme prise en charge adjuvante, parce qu'on sait très bien qu'on va être plus à risque d'avoir des troubles de l'humeur si on a une hypersomnie ou une narcolepsie, surtout si le traitement n'est pas optimal, si le traitement symptomatique ne permet pas d'améliorer suffisamment les choses. Et ça va réduire le risque cardiovasculaire. Parce que quand on fait une activité physique, il y a des phénomènes de relaxation sur les artères qui peuvent contrebalancer l'effet des médicaments. Donc, plutôt que de se dire je dois absolument limiter mes médicaments pour limiter mon risque cardiovasculaire qui est quand même limité, hein. Enfin, déjà, nous, on fait une surveillance qui est régulière, qui est importante. Éventuellement, on est toujours en train de pondérer, est-ce qu'il faut traiter ou pas, est-ce qu'il faut réduire tel ou tel médicament. On a le médicament comme le pitolisant qui a priori n'est pas associé à une augmentation du risque cardiovasculaire, donc on va essayer de limiter ce risque-là aussi avec le choix des médicaments. Mais voilà, se dire que dans la prise en charge globale, l'activité physique peut être un élément régulateur un peu de tout ça, c'est important. Ça fait partie des éléments, mais là aussi, des maisons de reprise d'activité physique, un encadrement de l'activité physique, vous savez que ce n'est pas simple à mettre en place. Et qu'il y a des facteurs motivationnels. Oui. Oui. Alors, le suivi du risque cardiovasculaire. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas là une recette qui est pareille chez tout le monde. Il n'y a pas, il y a ce qui est fait dans certains centres un peu systématiques. Et puis après, en fait, il y a beaucoup de cas par cas parce que ce n'est pas pareil de développer, par exemple, une narcolepsie à 15 ans sans surpoids, sans facteur de risque, sans antécédent familial personnel d'hypertension artérielle, que de la développer à 45 ans, alors qu'on a peut-être déjà un surpoids, un syndrome d'apnée du sommeil, que peut-être on a fumé, donc cette évaluation du risque cardiovasculaire, déjà, elle est individualisée. En règle générale, ce que notamment Montpellier fait et qu'on essaie de faire, c'est déjà d'évaluer un peu la variabilité de la pression artérielle sur les 24 heures avec une mesure ambulatoire de la pression artérielle pour voir déjà, est-ce que la narcolepsie elle-même vient perturber la régulation de la pression artérielle sur les 24 heures. Ce n'est pas impossible. On sait que la narcolepsie, en tout cas en particulier, peut augmenter un peu ce risque-là en soi avant même d'avoir les traitements. Et ensuite, dans le suivi, donc là, le rythme n'est pas consensuel. Hein. Ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les ans, et ça dépend un peu du rythme. Ça peut être tous les 3-4 ans. Ça dépend du terrain à la base. Et donc, en général, on fait tous un électrocardiogramme déjà à la base parce que certains médicaments peuvent démasquer des problèmes de troubles de la conduction, etc., sans forcément en donner, hein, mais en tout cas, ça peut un peu démasquer. Donc, on va vérifier l'électrocardiogramme à la base et la pression artérielle. Et après, le rythme de surveillance, il varie. Ça sera tous les ans pour quelqu'un qui a un risque important. Ça sera plus éloigné, ça peut être tous les 2-3 ans pour des patients plus jeunes. Il n'y a pas quelque chose qui est universel. Oui. Vous avez évoqué la prise de poids. Chez les narcoleptiques, la prise de poids n'est pas généralisée. Non. Et est-ce que, donc, il y a eu des études sur le coupage HLA des deux populations pour voir s'il y avait une différence, parce que le mode de vie peut être pareil, il y a plein de choses identiques. Alors pourquoi certains vont avoir une prise de poids et pas les autres? Est-ce qu'on a cherché à savoir s'il y avait une petite différence voilà. Alors c'est vraiment une question vraiment importante. Est-ce qu'on comprend pourquoi dans la narcolepsie de type 1, il y a des personnes qui prennent du poids et d'autres pas? Pour le moment, on n'a pas compris. Et alors, le typage HLA, c'est plus un déterminant du système immunitaire. Donc, ça va être présent dans plus de 95% des personnes qui ont une narcolepsie de type 1. Mais si on prend plusieurs patients qui ont tous le HLA-DQB1 0602,
qui ont tous une orexine déficience sur la ponction lombaire avec des taux complètement effondrés, ben, on aura des personnes qui auront, certains, une obésité qui se sera installée très vite, d'autres, aucune prise de poids, d'autres, des cataplexies, d'autres, jamais de cataplexie. Donc, il y a des facteurs, alors même qu'on est dans le plus haut niveau de détermination du diagnostic à l'heure actuelle, il y a des facteurs pour lesquels on ne comprend pas pourquoi il y a tant de variabilité entre les patients. C'est un peu l'objectif de ce dont vous parlera Véronica tout à l'heure, de pourquoi on essaie de voir s'il y a des marqueurs un peu structurels sur l'hypothalamus. Et donc là, on en est à un stade un peu pilote, mais l'idée, c'est d'à terme, voir si on peut avoir des éléments pour comprendre ces variabilités de symptômes entre les patients, qui ont tous une narcolepsie de type 1 avec tous les critères. Voilà. Oui. J'avais pu comprendre que les antidépresseurs sérotonine avaient parfois un effet de voix. Est-ce qu'il y a une différence qui a été notée entre ceux qui sont traités avec ces médicaments-là pour la cataplexie et ceux qui sont traités avec un autre Donc, la prise de poids comme plutôt un effet secondaire d'un médicament, alors, et notamment avec les antidépresseurs. Donc, effectivement, les antidépresseurs peuvent donner une prise de poids, mais ce qu'on observe en termes de prise de poids, c'est vraiment dans des stades extrêmement précoces de la maladie. C'est-à-dire, en général, c'est dès le début des symptômes de l'hypersomnolence qu'il va y avoir cette prise de poids, donc avant même qu'on ait mis en place des médicaments. Donc après, effectivement, il peut y avoir le rôle de certains médicaments. La plupart des médicaments qu'on a sont plutôt associés à couper un peu l'appétit ou à réduire le poids. C'est le cas des traitements de méthylphénidate qui coupent pas mal l'appétit, mais même le solriamfétol et le modafinil sont plutôt des médicaments qui ont plutôt tendance à ne pas faire grossir. Le pitolisant, il y a eu des rapports de prise de poids sous pitolisant, même si c'est quelque chose qui est très variable, hein, qui n'est pas aussi, voilà, qui est pas universel du tout. Et le Xyrem, l'oxybate de sodium, il fait perdre du poids plutôt, hein. Dans l'immense majorité des cas, il fait perdre pas mal de poids. Donc, les médicaments qu'on a ne sont pas très pourvoyeurs de prise pondérale. Alors que la prise de poids qu'on observe dans la narcolepsie, elle est souvent très, 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 très précoce avant même qu'on mette en place les médicaments. Donc, elle est plutôt liée au processus intrinsèque de la pathologie. Alors, oui, pardon. Est-ce que la prise de poids est liée directement au corps qui réagit aux médicaments ou est-ce que c'est un dérèglement du coup, de l'alimentation Alors, il y a possiblement un dérèglement de l'alimentation, mais on pense que c'est plus basique que ça sur les contrôles de la régulation du poids, de l'appétit. En fait, l'hypothalamus, c'est vraiment une structure, c'est un tout petit noyau, mais qui règle notamment tout notre rapport avec les hormones, avec la régulation de l'alimentation, avec la régulation du stock énergétique. Et donc, vraiment, l'hypothèse dans la narcolepsie par rapport à la prise de poids, c'est qu'on a quelque chose là qui n'est pas comportemental directement, qui est vraiment lié à comment cette petite structure dans le cerveau gère les ressources et les stocks. Et voilà. Alors après, on sait que l'hypersomnolence, ça dérègle l'appétit. Donc, il y a peut-être aussi une partie qui est liée à la régulation de l'appétit, mais qui est plutôt au deuxième plan dans la narcolepsie. C'est-à-dire que vraiment, voilà, les personnes parfois n'ont absolument pas modifié leur régime alimentaire et il y a une prise de poids qui est incontrôlable ou même elles se restreignent beaucoup et prennent du poids quand même parce qu'on a vraisemblablement vraiment un dérèglement dans la partie très très cérébrale de comment les stocks d'énergie, enfin comment l'énergie se stocke dans le corps. Donc vraiment les traitements c'est vraiment second, troisième plan. On va dire, même s'il faut toujours qu'on y fasse attention. Oui. Alors, dans l'hypersomnie idiopathique, souvent, on n'a pas de prise de poids. Alors, la plupart du temps, on n'a pas ce dérèglement. C'est même assez atypique d'avoir une prise de poids dans l'hypersomnie idiopathique. Et dans l'hypersomnie idiopathique, on a souvent des traitements qui sont similaires et on ne voit pas de prise de poids. Donc, c'est... Alors, les médicaments peuvent couper l'appétit.
Et donc, alors c'est surtout vrai avec le méthylphénidate, mais ça peut être également le cas avec le modafinil et le solriamfétol. Mais le méthylphénidate, il coupe l'appétit. Là, il est connu pour couper l'appétit. Donc parfois, on peut même être amené à modifier les doses dans la journée pour pas que ça coupe l'appétit à tel moment de la journée, notamment. Donc voilà, c'est plutôt un effet de couper l'appétit. Oui? Est-ce que il y a des choses comme une activité sportive spécifique qui permet de le renverser, ou quelque chose de limite qui avait été fait pour un peu de sport, je ne sais pas si ça avait été fait. Alors, je n'ai pas encore le résultat de ce qui est fait à Lyon, mais c'est vrai qu'à Lyon, ils ont plusieurs projets sur à la fois l'alimentation, des projets de recherche pour justement juger l'alimentation par rapport à la somnolence et juger aussi et faire des programmes plus intégratifs avec le sport, mais pour lequel, pour le moment, j'ai pas des résultats qui permettent d'être généralisés. Et en plus, le sport, on dit sport, c'est bien beau, mais effectivement, il y a plein de sports différents. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va choisir? Et en plus, le sport, il faut bien voir que dans tous les programmes où voilà, on a de l'activité physique adaptée, etc., quand bien même on a des centres médicaux rattachés aux hôpitaux dans lesquels c'est mis en place, le plus compliqué, c'est de le tenir sur le long terme. C'est ça le plus compliqué. Et donc, pourquoi? Parce que c'est bien bon, on sait tous qu'il ne faut pas fumer, il faut faire du sport, il faut faire plein de choses, mais après, il faut le tenir. Il faut arriver à mettre ça dans son rythme de vie, il faut arriver à mettre ça dans son agenda, Donc, je pense qu'un élément clé, c'est se faire quelque chose qui fait plaisir, qui fait bouger, qui fait plutôt de l'activité. Pour perdre du poids, il faut que ce soit plutôt sur du cardio, quelque chose qui fasse bien transpirer. Mais il faut avoir un élément qui va nous le faire tenir sur le long terme. Et ben ça, je ne sais pas si on a une autre recette que le plaisir de faire une activité physique qui soit quand même assez ludique, qui fasse transpirer, mais qui fasse du lien social, qui fasse tout ça. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, oui, on va tous dire, bah oui, faites du sport. Ok, j'ai coché ma case de ce que je vous ai dit de faire en consultation. Mais déjà, même quand bien même je trouve un kiné, alors des fois, ça peut être très bien le kiné, si on a pris beaucoup, beaucoup de poids, quand on est sur une reprise il faut que je réapprenne à bouger de façon assez sécurisée, une étape avec une réadaptation physique avec un kiné peut être super, mais ça ne tiendra pas sur le long terme. La question, c'est quelle est l'étape d'après? Quel sport on va faire qui va me faire plaisir, qui va être motivant, qui va faire du lien social et qui va voilà, permettre aussi d'inscrire ça plus sur le long terme. Et ça, voilà, là aussi, on sort un peu du médical et on est plus sur, voilà, est-ce que je vais avoir les moyens de le financer? Est-ce que je vais avoir voilà, toutes ces problématiques-là voilà, plus globales et moins médicales. Alors, un point important, je voulais juste aborder avec vous, c'est et si mon médicament il ne marche pas? Donc, si le médicament ne marche pas, déjà, comme tout médicament, on a un ratio efficacité, tolérance. Ça peut être parce que celui-là, je ne le supporte pas, mais je supporterai bien son cousin. Et donc, en général, on essaie de changer. On peut associer les médicaments. On ne peut pas associer tous les médicaments ensemble. Vous savez que justement, ce dont j'ai parlé pour le risque de pression artérielle augmentée, modiodale, solriamfétol et méthylphénidate, en règle générale, on ne les associe pas pour ne pas trop peser sur le risque cardiovasculaire, mais qu'après, il y a du cas par cas, mais qu'en règle générale, on va plutôt associer un de ces trois-là avec du pitolisant ou avec des antidépresseurs ou avec de l'oxybate de sodium, parce qu'ils ont des modes d'action qui sont différents et qui ne vont pas augmenter la charge, notamment au niveau cardiovasculaire. Une question, c'est est-ce que le diagnostic, il est bon? Et ça, c'est un peu ce que je vous disais au début, c'est que quand même, nous, de notre côté, je reviens un peu sur cette histoire diagnostique, mais effectivement, parfois, il faut aussi savoir se remettre en question sur est-ce que finalement, on n'est pas à passer à côté de quelque chose. Et donc, il faut bien voir que ça, c'est dans l'intérêt du patient de se reposer parfois cette question. Donc, vous savez que en dehors de la narcolepsie de type 1, on va réévaluer, on va refaire les bilans tous les X années. C'est pas non plus là très codifié. Ça peut être certains centres qui disent tous les 3 ans, je refais tout le bilan. Ça peut être tous les 5 ans, d'arrêter les médicaments et de refaire la polysomnographie, les tests itératifs, éventuellement les enregistrements
plus continue pour voir est-ce que la situation elle évoluer. Est-ce que finalement, voilà, on n'a pas quelque chose qui émerge dont on n'avait pas connaissance au premier bilan et qui finalement émerge et va nous permettre d'être plus fin sur le diagnostic. Peut-être que notre niveau de connaissance globale a augmenté, qu'on va pouvoir orienter les gens vers des confrères qui vont se poser d'autres questions et qu'on va pouvoir avancer sur la prise en charge thérapeutique de façon plus fine. Donc, c'est un point qui est important. Et un point qui est important, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre pathologie associée? Si tout allait bien, tout était stable de façon parfaite et que d'un coup, mon éveillant ne marche plus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de s'associer? Est-ce que l'humeur tient bon? Parce que si je commence à être déprimée, eh ben, je vais être somnolent. Et là, l'éveillant, il ne fera rien. Au contraire, il peut même fragiliser l'humeur. Est-ce que je n'ai pas un syndrome d'apnée du sommeil parce que j'ai pris du poids? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que je ne me suis pas mis en dette de sommeil importante? Parce que bah voilà, je dois préparer un examen, je dois faire X choses, j'ai eu des enfants, je dors beaucoup moins, j'ai une charge importante qui s'est associée. Est-ce qu'on n'est pas en dette de sommeil? Donc toujours quand même se dire qu'en principe, quand même, une fois qu'on a trouvé un traitement médicamenteux stable, il faut quand même toujours se méfier si on a besoin d'un coup d'augmenter les doses alors que tout était stable par ailleurs depuis longtemps. Et toujours se dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se met au milieu là, qui vient perturber les lignes et qui nécessiterait voilà, de traiter éventuellement une cause. Un point qui est important, c'est que parfois, en début de pathologie, après le diagnostic, eh ben, il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup de mal à accepter cette nouvelle réalité du diagnostic de cette maladie. Et donc, en général, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un traitement qui marche dans ces cas-là que quand finalement, ben voilà, ça s'est intégré, ok, j'ai une hypersomnie ou une narcolepsie et je vais prendre les traitements et ça va aller. Ben, il y a des personnes, dans leur structure de personnalité, etc., c'est impossible d'accepter qu'on puisse avoir une maladie. Et il n'y a pas de jugement parce qu'en fait, c'est un processus qui peut mettre du temps. Et donc ça, c'est important parce que eh ben, un médicament qui ne marchait pas, à un instant T parfois de l'acceptation du diagnostic, ben, il peut tout à fait marcher un an après quand on a finalement accompagné les gens, on a repris les choses, on a rassuré, on a réessayé. Et donc, il faut un peu se méfier parce que parfois, finalement, être dans la posture de toute façon, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, eh ben, ça peut être dynamique dans la vie de quelqu'un. Et donc, parfois, voilà, cet accompagnement, il peut permettre de réessayer des médicaments et que finalement, ces médicaments peuvent marcher par la suite. Et donc, voilà, se donner quand même parfois des deuxièmes chances parce que, comme je vous le disais au tout début, on est sur des choses qui sont dynamiques. Et le fait d'accepter aussi la maladie, ça va être quelque chose de dynamique dans le temps qui va, voilà, qui peut, voilà, il peut y avoir des choses qui ne sont pas tolérées à un instant T, qui le sont plus tard. Parfois, on associe d'autres médicaments et ça va mieux se passer. Et donc, ne pas essayer de refaire des tests parce que parfois, ça peut mieux se passer sur des essais par la suite. Et juste, oui. Effectivement, confirmer et abonder dans ce sens-là, parce que c'est un point sur lequel je passe beaucoup de temps à expliquer, à convaincre sur le fait qu'effectivement, un traitement peut ne pas fonctionner à un instant donné, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera jamais. Et c'est important de ne pas diaboliser voilà, les traitements, parce que bah, souvent, on a tout de suite tendance à voilà, aller sur les réseaux, lire, voir voilà, très, très rapidement le négatif et ne pas se donner le temps, alors qu'on sait que l'introduction d'un médicament, ça prend du temps, par palier, on peut avoir des effets secondaires à peu près tolérables, mais qui vont s'estomper avec le temps. Et puis, ça peut vraiment être une question de période, notamment au tout début du diagnostic, quand le moment du diagnostic est difficile à accepter. On peut être rempli de colère, par exemple, et finalement avoir des symptômes très virulents qui nous paraissent être complètement associés au traitement. En fait, le traitement ne fait que ressortir ce qu'on est en train de traverser psychologiquement soi-même. Et à un autre moment, quand on a voilà, quelques heures de vol avec la maladie et puis une vie qu'on a réussi à stabiliser aussi autour de la maladie parce qu'on a appris à se connaître, on n'aura pas du tout les mêmes symptômes. Et parce qu'aussi, on aura peut-être trouvé la bonne combinaison avec une autre molécule. Donc, je crois que c'était aussi l'introduction de ton propos. Ce qui me semble le plus important, c'est de dire qu'il faut être patient
dans les deux sens du terme, patient en se disant que c'est pas parce qu'on a le diagnostic que d'un seul coup, on va mettre quelque chose en place qui fait qu'on va pouvoir vivre normalement. Non, il faut être patient parce que ça prend du temps pour trouver la bonne molécule, le bon dosage et parfois l'association qui est multiple et la réorganisation de sa vie perso parce qu'on apprend à se connaître. Et aussi patient parce qu'il faut être dans une démarche dynamique avec sa maladie et prendre en compte les évolutions. Et voilà, il y a rien de figé. Merci beaucoup, Manon. Et effectivement, voilà, surtout, c'est un peu ce que je disais au début sur le travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, il y a un accompagnement, et que les médicaments, si à un instant T ça ne marche pas comme on voudrait, bah, se dire que c'est dans le cadre d'une dynamique, et c'est un accompagnement, et on retestera, et ça c'est important. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà pas mal utilisé le micro, donc très bien. On avait beaucoup discuté avec Manon de certaines situations de la vie. Et donc, et notamment, bon, enfin, j'en ai plusieurs, mais notamment peut-être faire un petit point avant de parler de la scolarité, vie professionnelle. Et heureusement, l'ANC a déjà fait beaucoup en termes de documentation par rapport à ça. Donc, je vais revenir dessus, mais j'aimerais juste peut-être dire un petit mot sur la situation particulière qui est la parentalité. Parce que finalement, donc on l'a dit, on n'a pas arrêté de le dire depuis le début, voilà, il y a la maladie, puis il y a la vie. Et puis la vie va arriver avec son lot de choses prévues, pas prévues. Notamment la parentalité, c'est un point qui est important parce que, notamment dans l'hypersomnie idiopathique, il ne faut pas oublier, on a quand même une majorité de femmes jeunes, qui vont être en situation de se poser la question de fonder une famille et d'avoir une grossesse. Donc là, il y a le lien avec médicaments, grossesse, quid de l'allaitement. Et puis la parentalité, c'est quand même plus large que ça parce que c'est un nouveau job. C'est un nouveau job qu'on rajoute au job que peut-être déjà on a pas mal lutté pour maintenir, pour valoriser, etc., avec la maladie, etc. Et donc la question, c'est un peu aussi avoir un petit partage d'expérience par rapport aussi à ça. Peut-être, moi, vous livrer un peu les choses que je vais essayer de voir avec les patientes surtout, mais je suis très ouverte s'il y a des commentaires de la part des messieurs aussi ici. Donc, c'est vrai que la femme est quand même au premier rang des difficultés par rapport à envisager notamment une grossesse, ne serait-ce que parce que pendant la grossesse, on va limiter les médicaments. Et on va essayer, on va arrêter, en gros, les traitements éveillants. Alors là, bon, en gros, nous sommes à peu près tous sur la même longueur d'onde. La majorité des centres vont arrêter les médicaments dès qu'on apprend la grossesse. En règle générale, on n'arrête pas les médicaments quand on commence un projet de grossesse parce que si ça prend 2 ans, ça fait quand même long sans traitement. Donc, toujours dans cette optique d'avoir le meilleur équilibre entre le bénéfice et le risque auquel on s'expose, l'immense majorité des centres vont arrêter le traitement au moment où on découvre, on est au tout début de la grossesse. Mais c'est quelque chose quand même qui a anticipé, à discuter bien en amont. Alors c'est vrai, moi des fois je suis un peu lourdingue, j'ai envie de dire, avec les patientes, parce que je vais leur dire, bon, et alors un projet ou pas? C'est pas du tout du harcèlement, c'est plutôt, au moins, il faut avoir l'info que c'est quelque chose, il faut y réfléchir en amont et en discuter parce que effectivement, si on doit arrêter les traitements, voilà, il faut l'anticiper. Et puis surtout, il y a l'après. Il y a l'après une fois que l'enfant est là. Et que cet après-là, il n'y a pas de recette toute faite et que c'est pour ça que c'est important d'initier une réflexion sur finalement comment on se projette, est-ce qu'on aura de l'aide, comment on organisera l'activité professionnelle, etc. Donc c'est sûr que, on pourra parler du permis après, mais c'est sûr que le handicap, des fois, c'est pas que la maladie, c'est juste le fait d'habiter à X kilomètres de son travail. Une même maladie avec je juste à traverser la rue pour aller travailler versus je dois
conduire 1 heure par jour, 2 fois par jour, enfin 1 heure 2 fois par jour, le handicap, il est là. Il est sur l'adéquation entre les moyens qu'on a et les contraintes auxquelles on est soumis. Et donc, c'est vrai que c'est en ça que là, il y a une vraie réflexion à faire en amont, c'est-à-dire, c'est sûr que si mon projet de parentalité, il va induire forcément que je suis isolée et qu'il va falloir que j'aille faire des trajets pas possibles pour amener mon enfant, etc. On se met une charge en plus qu'il faut anticiper. Les ressources, elles ne sont pas infinies. Donc la question, c'est avec le temps que je dois consacrer à dormir, notamment quand j'ai une hypersomnie idiopathique, où on sait qu'on ne peut quand même pas trop se restreindre, où il faut viser à régulariser le rythme veille-sommeil, les difficultés que peuvent occasionner, ne serait-ce que d'être dans mon travail, l'activité professionnelle avec mon hypersomnie, c'était déjà énorme, c'était déjà un gros défi. Mais si en plus je rajoute un travail, voire 2 travaux, selon le nombre d'enfants que vous avez, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à anticiper sur comment je gère l'équilibre de toutes ces choses sur mon quotidien. Donc, quand on a l'opportunité d'en discuter bien en amont avec les patientes sur un projet, etc., une de mes questions, c'est comment vous êtes entouré? Est-ce qu'il y a la famille? Est-ce qu'il y a un entourage qui est solide autour? Parce qu'effectivement, notamment quand on a une hypersomnie idiopathique, il va falloir gérer la dette de sommeil. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir assurer quelques nuits de survie où on peut dormir quand même suffisamment pour rattraper, pour ne pas s'exposer à un risque d'épuisement et de dépression? Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Après, il y a toutes les adaptations au niveau du travail. Est-ce qu'on a un travail qui est plutôt où on peut faire plus de télétravail? Quels sont les recours d'aide auxquels on peut avoir à ce moment-là? Et donc ça, c'est un point qui est, qui est un point qui est a priori important. Sur la grossesse, le temps de la grossesse, c'est quand même un temps qui est limité dans la vie d'une femme. Bon, s'il faut faire un arrêt de travail, on fera un arrêt de travail. Et on va pas en faire on va pas sur on va pas faire 15 grossesses dans une vie. Et donc, ménager cette période-là pour éviter d'avoir des complications d'épuisement, etc., c'est absolument indispensable. Donc, on ne va pas créer des faux problèmes là où il n'y en a pas. Sur ce temps de la grossesse-là, il faut se méfier quand même de certains discours, parfois de médecins qui ne sont absolument pas experts, qui veulent absolument remettre les éveillants pendant la grossesse. C'est non. Alors, heureusement, on a des référentiels qui ont été publiés, qui s'adressent, le PNDS qui s'adresse aux médecins traitants, etc., qui est assez clair là-dessus. Mais c'est vrai que il faut quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas une surpression de garder des éveillants pendant la grossesse, alors qu'il y a un risque iatrogène avec certains d'entre eux, il y a un risque tératogène avec certains d'entre eux, notamment le modiodal, et qu'il est admis qu'on ne va pas les continuer pendant la grossesse. Je pense que tu avais une remarque. J'allais dire que par rapport au suivi de grossesse, il n'y a effectivement pas de contre-indication ou de surveillance médicale particulière à acheminer une grossesse au bout si on a une hypersomnie rare, mais du fait qu'il y ait la déclaration d'une maladie chronique, on est quand même suivi en grossesse pathologique au niveau de l'hôpital. Ce qui veut dire que dès le début, les rendez-vous médicaux de suivi de grossesse sont faits à l'hôpital. Alors que quand ce n'est pas le cas, une femme, elle accède à son premier rendez-vous à l'hôpital à partir du 7e mois seulement. Là, il faut se dire que dès le début, on a un suivi qui est régulier, nous connaissent, et même si on n'a pas forcément de besoins spécifiques, il y a quand même cette attention de comment vous allez, de quoi vous avez besoin, quel est le soutien, est-ce que vous voulez rencontrer la psychologue du service? Voilà, il y a quand même cette vigilance particulière. Et puis, une fois que l'enfant est arrivé et qu'il y a ce séjour à la maternité avant de rentrer à domicile, le fait d'avoir la pochette jaune, parce que vous êtes suivi, vous avez eu un suivi en grossesse pathologique, fait que, pour vous citer ce qui a été le cas pour moi, pendant toutes les nuits à l'hôpital, les soignants ont gardé mes enfants, enfin pour les 2 grossesses, avec les soignantes. Je n'ai eu
mon enfant pendant aucune nuit à la maternité pour récupérer au maximum avant de rentrer à la maison, ce qui n'a pas du tout été le cas de mes amis qui ont accouché exactement dans le même hôpital, ou au contraire, le but, c'était vraiment de favoriser l'autonomie du parent à savoir s'occuper de son enfant tout de suite, et puis à préserver l'intimité de la sphère familiale avec des soignants qui intervenaient vraiment le moins possible, alors que moi, mon besoin, c'était au contraire d'être très étayée pour pouvoir me reposer, et que le retour à domicile se fasse avec le moins de difficultés, autant physiques que psychologiques. Donc voilà, il faut savoir ça aussi, le fait d'avoir un suivi en grossesse patho, même si ce n'est pas une grossesse pathologique en soi, on est quand même un peu plus cocooné, en tout cas. Voilà, il faut savoir qu'il y a cet étayage autour et qui doit se prolonger derrière, éventuellement, si on en a besoin, avec un suivi PMI, avec des relais parentalité quand ça existe. Enfin, voilà, c'est important avec le médecin traitant et avec l'hôpital d'avoir fait le point sur tout ce qui existe, et la sage-femme a fait le point avec tout ce qui existe autour de moi, même si on n'a pas forcément besoin de l'enclencher, de savoir que ça existe et de pouvoir du coup voilà, solliciter en amont dès qu'on ressent un besoin et de pouvoir dire là ça va pas, là j'y arrive pas, et de ne pas attendre effectivement d'être seul, parce que le risque de dépression postpartum est quand même élevé avec la somnolence en plus. Donc voilà, quand on dit anticiper le projet de grossesse et avoir fait en fait sa cartographie de tous les relais qui peuvent exister, autres que les relais amis et famille, voilà, tous les professionnels qu'on peut solliciter. Et puis, selon le maillage territorial aussi, maintenant il existe de manière plus développée des référents handicap dans les hôpitaux qui vont faire le lien justement avec toutes les associations, institutions territoriales. Donc ça va dépendre aussi des régions et des départements. Et notamment, ceux-là aussi nous contactent. Très récemment, un des référents handicap d'un hôpital de l'Ouest nous a contactés parce qu'ils avaient accompagné une maman qui était enceinte, qui n'a rien demandé d'ailleurs, mais l'équipe s'est inquiétée de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait proposer et quels étaient ses besoins. En tout cas, vous donnez beaucoup d'exemples aussi de professionnels très impliqués qui vous contactent pour se tenir au courant des pathologies, et ça, c'est extrêmement précieux. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, même si des fois on se plaint un peu des manques de moyens, mais il y a quand même beaucoup de gens très impliqués, notamment dont vous faites partie. Merci pour ces précisions, notamment sur le cadre de suivi, oui, de grossesse pathologique. Il y a des informations sur le taux de transmission. Est-ce que, voilà, certainement, parmi la population de personnes atteintes, notamment les femmes, peut-être que ça va les dissuader justement d'avoir des enfants. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de prévoir un risque de transmission. Pas de mutation identifiée, sauf extrêmement rarement. Si on a l'information qu'on est dans un cadre d'une transmission vraiment familiale, eh bien, on a des consultations de génétique. Enfin, là, il faut clairement se rapprocher des services de génétique pour vraiment évaluer le risque de transmission. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de restriction. Ce n'est pas un message qu'on donne aux patients que ce risque n'est pas quantifiable à l'échelle individuelle, comme on l'a dans les maladies génétiques avec transmission des mutations. Donc, à l'heure actuelle, voilà. Donc ça, c'est une réflexion, et je pense que là, clairement, il faut impliquer le service de génétique. Il faut avoir cette réflexion-là avec les généticiens. Pourquoi ? Parce que c'est presque des décisions philosophiques. Vraiment, là, on en est sur des décisions de vie vraiment métaphysiques. On n'est pas sur des maladies où on sait que une chance sur deux de transmettre une maladie. Enfin voilà, là, on est dans d'autres réflexions. Là, on a des taux de transmission qui sont à la limite inconnus et imprévisibles sur le plan individuel. Donc après, effectivement, déjà, plus les diagnostics sont costauds, plus on peut retracer des diagnostics, notamment de narcolepsie, au sein d'une même famille, voilà, qui peuvent permettre après d'identifier éventuellement, mais là on est au stade de la recherche, des mutations éventuellement qui pourraient permettre à terme de prédire un risque, mais sans ces étapes-là, on n'est pas capable de prédire un risque. Donc après, la question, elle est
elle est plus, j'ai envie de dire, plus philosophique. Mais il faut mettre les généticiens dans la boucle à ce moment-là, parce que c'est eux qui ont l'habitude en plus de ces réflexions-là et qui peuvent accompagner les personnes dans ces réflexions. Alors, je pense que j'atteins le temps. Donc, oui. Si j'ai une question par rapport à ça. Moi, je ne suis pas vraiment concernée par le sujet de la grossesse, mais je me suis déjà posé quand même des questions et tout, parce que je sais que moi, sans médicaments, je pense que c'est très compliqué, enfin, genre, je suis bloque, quoi. Enfin, je ne peux pas faire grand-chose et je suis fatiguée tout le temps et tout. Et du coup, je me dis, est-ce que ça a des conséquences sur le... Je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que ça peut avoir des conséquences, peut-être du coup, d'avoir un sommeil qui n'a pas de médicaments, d'avoir un sommeil qui est déréglé, etc., sur le développement de l'enfant? Alors, à l'heure actuelle, on n'a aucune alerte de toxicité. Voilà. Il y a certaines maladies où effectivement, enfin, par exemple, ici à Marseille, on a un service d'épileptologie qui est important. C'est sûr qu'on sait que si on fait des crises généralisées alors qu'on est enceinte, on met un stress sur, le fœtus qui est dangereux. Et ça, par exemple, on n'est pas dans ces catégories, on n'est pas dans ces risques-là sur l'hypersomnie. Évidemment, il ne faut pas conduire. Enfin, voilà, a priori, les risques vraiment vitaux et il faut les sécuriser au maximum, mais on n'est pas dans ce type de configuration médicale où le fait de ne pas traiter induit un risque qui est supérieur au fait de traiter. Et donc, à l'heure actuelle, on est plutôt sur le fait de traiter induit un risque qui est inexistant si on ne traite pas par rapport à l'enfant à naître. Mais voilà, après, une des exceptions, ça peut être notamment des traitements antidépresseurs, par exemple. Enfin, voilà, donc s'il y a une comorbidité dépressive, notamment, certains traitements, on les connaît vraiment très, très, très bien depuis longtemps. On a tout un tas de voyants qui sont au vert pour les associer et on peut les maintenir. Il y a un centre de référence des maladies, enfin des anomalies tératogènes qui existent et qui fait un gros boulot pour rassembler tous les éléments scientifiques qu'on a pour la toxicité des traitements, qui est quand même, on a des références pour avancer dans un terrain qui soit le plus sécurisé possible et s'adapter au mieux aux situations individuelles. Je dirais que le seul, effectivement, point de vigilance que je vois pour répondre à ta question, c'est plutôt en termes d'hygiène de vie. Effectivement, dormir plus que la normale, c'est pas un problème pour le fœtus en soi, mais c'est plus pour toi en tant que patiente, la mobilité, la prise de poids, le retour veineux. Enfin voilà, comment est-ce que j'arrive à continuer à me mobiliser de façon à ne pas avoir non plus trop de symptômes physiques qui te pèsent poids, et puis qui derrière peuvent être difficiles à éliminer même une fois que la grossesse est terminée. Et il y a un point qu'on a beaucoup de mal à anticiper, notamment dans l'hypersomnie idiopathique, c'est en quoi ce cocktail hormonal auquel les femmes sont soumises pendant la grossesse va modifier les symptômes. Et c'est quelque chose qui est mystérieux, qui est très difficile à anticiper. Chez une même femme, sur 2 grossesses différentes, ça peut être différent. On peut se dire, tiens, c'est personne dépendante, mais en fait, non, pas forcément. Ça veut dire qu'on va avoir des personnes qui vont se sevrer des traitements et qui parfois vont aller plutôt pas mal sur le temps de la grossesse. Alors, pourquoi plutôt pas mal? Est-ce que c'est le cocktail hormonal? Est-ce que c'est le fait que finalement, la venue de la grossesse réorganise tout un tas de choses aussi? Et donc, il y a quand même des choses qui sont aussi, dans les bonnes surprises parfois qu'on peut avoir. Et c'est pas vrai qu'on va juste prendre la situation avant la grossesse, enlever les médicaments et se retrouver juste sans traitement, etc. Des fois, c'est beaucoup. Ça marche pas de cette façon-là. On peut pas le garantir. J'aimerais bien le garantir à toutes les patientes. Vous en faites pas, vous allez arrêter le traitement, ça va aller mieux. Vous avez tout un tas de cocktails hormonaux, ça va faire le job. Parfois, ça se passe pas comme ça. Mais on est quand même, positivement surpris de voir qu'il y a quand même, il peut quand même y avoir ce type d'évolution. Oui, il y a deux. Oui. Je viens d'avoir 46 ans, je sais que je fais un peu plus loin que la dernière phrase, quand on ne peut pas compter sur de l'aide, hormis peut-être des structures qui vont parler normalement.
est-ce qu'il faut se résoudre, entre guillemets, en ne pas devenir maman? Enfin, par le biais naturel, je crois. Alors ça, c'est aussi une question philosophique. Ce que on essaie d'anticiper, c'est la charge que ça va représenter. Donc après, ce qu'on essaie de pousser, on essaie de pousser la réflexion pour que la personne puisse essayer de se projeter, si possible, avec quelles sont les ressources que je peux mettre en place pour ce projet d'enfant. Je vous dirai pas qu'il y a une réponse absolue à ça, hein. Il n'y a pas de réponse absolue à ça, parce que de toute façon, le désir de parentalité, même en dehors de l'hypersomnie, c'est quand même quelque chose qui est déjà compliqué. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a les contraintes biologiques, il y a les contraintes d'environnement et d'entourage. Et puis, il y a comment vraiment ce projet-là, il s'inscrit aussi individuellement. Et je pense il faut pas être seul avec soi-même pour réfléchir à ces problématiques-là, pour peser un peu les avantages. Ça dépend beaucoup de ce que représente ce projet. J'ai pas de réponse toute faite pour ça. J'aimerais bien, hein, mais j'en ai pas. Et puis, en fait, il y a aussi la réponse qu'on peut faire à n'importe quelle future maman qui a une pathologie ou pas, c'est qu'il faut aussi réfléchir à quelle charge on se met et quelles exigences on a avec soi-même. Mon enfant ne sera pas plus malheureux s'il mange des petits pots industriels que si j'ai cuisiné toute la journée du dimanche pour faire des petits pots. Mon enfant ne sera pas plus malheureux si je ne vais pas au parc qui est à 2 km et que je vais juste à celui qui est en bas de la maison alors qu'il n'y a qu'un seul toboggan et qu'il n'y a pas de balançoire. Enfin, voilà, je veux dire, c'est tout ça aussi qui fait qu'il y a à l'heure actuelle dans la société quand même une grosse pression à être la meilleure des mamans, mais être la meilleure des mamans, c'est épuisant. On peut être une très bonne maman en proximité, en faisant avec ce qui est le plus facile, en fait. Voilà, et ça, c'est une réponse qu'il faut aussi faire à n'importe quelle maman, malade ou pas. Oui, et ça c'est important et c'était un peu le point sur lequel je voulais en venir avec l'allaitement. Parce que j'aimerais quand même juste délivrer un peu ce message parce que effectivement, on est soumis à beaucoup de pression. Il y a voilà, beaucoup d'informations, qu'elles soient vraies, qu'elles soient pas vraies, etc. Et que ça va un peu dans la continuité de ce que tu dis, Manon, et de votre remarque. C'est-à-dire qu'il y a un curseur à remettre qui est vital, en fait, qui est vital pour remettre un peu de rationalité dans toutes ces injonctions paradoxales auxquelles tout le monde est un peu soumis, et notamment dans ce contexte de la parentalité. Donc évidemment, quand on regarde à l'échelle globale, etc., vous allez avoir beaucoup d'informations pour encourager l'allaitement, notamment dans le cadre mondial où il y a vraiment, il y a beaucoup de rationnel par rapport à l'allaitement, etc. Et on ne va pas le nier. Néanmoins, il ne faut pas que ces informations sur les apports nutritifs, l'accessibilité qui parle aussi qui fait aussi part dans des pays où il y a des problèmes d'accessibilité à des denrées de base. On ne parle pas de nos pays forcément industrialisés, etc. Évidemment qu'il vaut mieux allaiter plutôt que de ne pas avoir de ressources où on peut être convenable sur des apports de base pour le bébé. Mais attention un peu à cette espèce de surenchère qui est culpabilisante pour les jeunes femmes. Allaiter, c'est très fatigant. Il faut remettre ce projet d'allaitement dans un projet un peu plus global, qui est est-ce que déjà allaiter, ça peut être c'est quelque chose qui est peut-être possible à un instant T de la venue de l'enfant, et puis après, quand il s'agit de plus distribuer les charges avec le conjoint, ça peut être différent, et puis ça peut être un allaitement partiel, et puis ça peut être... Donc, c'est un peu le point, parce qu'effectivement, on a un peu cette image un peu d'Épinal de l'image de gauche, et puis au final, après, en fait, si on commence à reprendre l'activité professionnelle, etc., ça peut être un asservissement à ces tire-lait et à est-ce que j'ai fait la quantité, le machin, le bidule, etc. Donc, il faut
il faut un peu, et c'est une réflexion beaucoup plus générale et qui va tout à fait en lien avec ce que tu disais, Manon, il faut essayer de se remettre le curseur sur qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important? Non, l'enfant, il va pas, enfin, si vous le mettez en crèche, de toute façon, il va se choper toutes les virus du monde, que vous ayez allaité ou pas, enfin, de toute façon, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour la santé globale et résister un peu à ces sirènes de l'injonction à être normal, ce qui ne veut rien dire, à être parfait sur le travail, parfait sur la maison, parfait sur tout, parce qu'après, ce qui va se passer, c'est l'épuisement. Et l'épuisement, bah, si, à partir du moment où on a grillé les ressources, c'est beaucoup plus compliqué de se relever. Et évidemment, quand on a une narcolepsie ou une hypersomnie idiopathique, on a un point de vulnérabilité qui nous expose à nous griller plus vite les ressources et donc à être dans ces problématiques-là. Donc, parmi les choses à anticiper, évidemment, il y a l'entourage, tatati, tatata, il y a ce qui est factuel, mais il y a aussi l'état d'esprit. Et ça, bon, c'est pour ça que je disais au début, c'est bien un accompagnement psychologique, aussi pour quel est mon chemin, mais ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais cette réflexion-là, voilà, elle est importante, et je pense que c'était quand même un des points sur lesquels je voulais insister, mais je vais quand même donner la parole à Véronica, je pense. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions particulières, notamment par rapport au permis, par rapport au travail. J'aimerais juste... parce que quand même, l'ANC a fait beaucoup de très bons boulots et notamment, je vous rappelle, je pense que vous l'avez ce guide-là, mais notamment au niveau du parcours professionnel, vous savez qu'avec le service du professeur Léger il y a quelques années et l'ANC, il y a ce guide qui est quand même très intéressant sur quelles sont les aides, les dispositifs qui sont existants pour aussi aider par rapport à l'activité professionnelle et aux études, qui va rappeler un petit peu des éléments des éléments. Donc, théoriquement, vous pouvez le télécharger avec le QR code là. Je ne sais pas si ça marche. OK. Et voilà, je ne sais pas s'il est accessible sur votre site aussi. Voilà, c'est parfait. Et donc ça, c'est vrai que ça, si j'y vais, je vais bousiller tout le temps de Véronica, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est des points pour lesquels on peut en rediscuter tout à l'heure si vous avez des points en particulier, sauf s'il y a des questions. Oui. J'ai une question, c'est par rapport au traitement. On a détecté la narcolepsie suffisamment tôt et les neurotransmetteurs n'ont pas encore été décrits. Alors, parmi le tableau que j'avais mis au tout début de cette revue de 2025, donc qui remettait bien à jour tout ça, notamment, il y a eu des essais d'immunomodulateurs, on va dire, de traitements qui modifient l'immunité pour empêcher que les neurones à orexine soient abîmés et après ne marchent plus. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui marche sur cette étape-là. La grande question, c'est de savoir est-ce qu'on est assez précoce. Mais donc, toutes les études qui ont essayé de mettre en place des traitements pour modifier l'immunité au tout début de la maladie, pour le moment, on n'a pas eu de résultats qui nous permettent on n'a aucune piste sur des médicaments qui arrêteraient la progression de la maladie au tout début. On a des petites séries. C'est très compliqué d'avoir les patients au tout début. C'est très compliqué parce que... donc, est-ce que c'est un problème qu'on n'a pas la possibilité de tester trop au début? En tout cas, les études qui ont essayé les corticoïdes à forte dose ou des traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs sur le début des symptômes n'ont pas mis en évidence d'efficacité de ces traitements. Donc, pour le moment, voilà, c'est vraiment les traitements médicamenteux symptomatiques qui restent l'essentiel des traitements médicamenteux. Ça serait des traitements? Eh bien, on ne sait pas. Parce que la narcolepsie, a priori, on a une fenêtre d'agression, on va dire. Et puis après, on vit sur les symptômes qui persistent suite à cette agression. Donc, ça serait intéressant de se dire, bah, tiens, si on arrive à agir sur cette fenêtre-là d'agression, peut-être qu'on empêche l'installation de la maladie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus sur combien de temps dure cette fenêtre d'agression. C'est peut-être pas la même chose chez tout le monde. Et quel est l'impact sur l'ensemble des... est-ce qu'il n'y a que les neurones à orexine qui sont atteints? Est-ce qu'il y a d'autres structures? Est-ce que
Il y a encore des inconnus, même sur le mécanisme immunologique qui est à l'origine du déclenchement de la narcolepsie. Mais donc, pour le moment, malheureusement, on n'a pas cette piste